Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Monsieur le ministre du Travail, en charge des relations avec les institutions. Nous venons de passer une journée très intense, mais aussi quand même, malgré tout, agréable. Parce que nous avons partagé sur des sujets vraiment intéressants, la loi de finances rectificative, le document de programmation budgétaire économique pluriannuel, qui naturellement, comme le prévoient les dispositions de la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, et le décret 2019-120 du 16 février 2019 relatif à la préparation du budget de l'État, véritablement ce document sert de débat d'orientation budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire, c'est venir partager avec la représentation nationale les grands axes de ce que nous entendons faire sur la période triennale à venir, donc 2026-2028. Il y a une petite difficulté que j'ai évoquée tantôt. Vous avez remarqué que les députés parlent un peu moins de 6 heures de temps. Après, le ministre des Finances, il a 30 minutes pour répondre. Ce n'est pas problématique en réalité, au fond. Mais c'est juste par rapport un peu à l'interpellation de l'honorable député Amadou Diallo. On aurait vraiment aimé discuter en profondeur sur certaines questions, puisque les réponses sont là. Et même rendre hommage à ceux qui produisent ces réponses-là aussi. Mais les choses étant ce qu'elles sont, je vais quand même m'efforcer cette fois-ci d'essayer d'apporter quelques réponses directes, véritablement de manière interactive. Mais le plus important, c'est comprendre d'abord le débat d'orientation budgétaire, le document de programmation budgétaire économique pluriannuelle. L'honorable député Aïb Dafé l'a dit tout à l'heure. Le DPBEP s'inscrit dans une logique. Nous avons l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui est la vision globale. Cet agenda a une déclinaison sous forme de master plan sur 10 ans. Pour être un peu plus pragmatique, c'est l'horizon 2025-2034. Ensuite, il y a la stratégie nationale de développement, qui est la déclinaison quinquennale de l'agenda. À partir de ce moment, le document de programmation budgétaire économique pluriannuelle vient s'inscrire un peu dans cette logique et vient décliner en termes d'activité budgétaire triennale ce que nous entendons faire à partir de la stratégie nationale de développement. Quels sont les axes principaux sur lesquels le budget va se reposer? Et la première déclinaison de ce document de programmation budgétaire économique pluriannuelle, après le débat d'orientation budgétaire, c'est la préparation de la LFI. C'est pourquoi il n'est pas problématique. J'ai été en tout cas très ravi de recevoir toutes ces interpellations de manière sectorielle dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la santé, de l'éducation. Parce qu'en réalité, le débat d'orientation budgétaire est une première étape. Le DPBEP devant faire l'objet d'une révision en octobre pour accompagner le projet de loi de finances initiale qu'on doit déposer à l'Assemblée nationale. Donc, il fait partie intégrante des documents qui doivent l'accompagner. Et dans la foulée, dans la révision au courant du mois d'octobre, les préoccupations que les autorités jugeront sur la base maintenant des contraintes que nous avons, en tout cas qu'ils jugeront pertinents pour intégrer tout de suite le projet, vont être prises en compte dans le cadre de la loi de finances. C'est pourquoi il est important, effectivement, de s'exprimer, de dire, en tout cas, tout ce que nous ressentons, tous les manquements au niveau de nos localités, étant entendu que dans un processus de planification, entre le recueil des informations et l'arbitrage, il y a un fossé quand même. Tout ne pouvant pas être fait d'un seul coup, il y a des critères de choix, de sélection qui font que, de manière transparente, on pose tout sur la table, toutes les demandes, et sur la base des critères que l'autorité aura définis, ça peut être des critères en termes d'urgence, en termes de faisabilité, en termes de sensibilité, et à partir de ce moment, faire la classification de toutes les demandes. Et les demandes qui seront jugées plus prioritaires, faisables très rapidement, où il y a des possibilités de financement, que ces demandes-là soient intégrées directement dans la loi de finances de la première année. Voilà donc l'exercice. À partir de la semaine prochaine, les services vont notifier aux différents départements sectoriels
les enveloppes indicatives émanant de ce processus de cadrage. Chaque département sectoriel, sur la base des priorités qu'il a, le ministère de la Santé a sa carte sanitaire, médicale, ainsi de suite, le ministère de l'Hydraulique a ses priorités, ainsi de suite, et répartit son enveloppe en essayant de tenir compte de ces différents projets. Voilà donc comment le processus se passe de manière générale. Et il y a d'autres rendez-vous, il y a des rencontres qui seront organisées avec la société civile, quoique cette année, dans le processus d'élaboration, nous avons intégré l'essentiel des acteurs de la société civile qui travaillent sur les questions budgétaires et financières. Véritablement, ça, c'était quelque chose qu'il fallait remarquer pour s'en féliciter. Maintenant, sur les préoccupations de manière générale, nous en avons identifié en groupe 7 sur les politiques fiscales et mobilisation des ressources, sur l'éternelle question de la gestion de la dette publique, sur les secteurs sociaux, éducation, santé, protection sociale, sur le développement économique et infrastructurel, sur les finances locales et la décentralisation, sur l'assainissement des finances publiques et la gestion des risques et urgences. Fondamentalement, c'est des sujets sur lesquels nous sommes revenus à plusieurs reprises, à bien des occasions. Par exemple, sur la politique fiscale, ce que nous entendons faire pour mobiliser les ressources, je pense que l'idée, c'est de faire en sorte même que les députés puissent nous énumérer tout ce que nous entendons faire. La révision du Code général des impôts, la révision du Code des douanes, sur l'élargissement de l'assiette, sur les questions de digitalisation de nos administrations, les télépaiements, et ce que ça peut induire en termes véritablement même de normalisation et de formalisation de notre tissu économique. Ça, ce sont les actions que nous entendons mettre en œuvre. Et il y a une stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme qui est en cours d'élaboration. Et c'est la deuxième génération, parce que nous avons eu une première stratégie qui a produit ses effets bon an, mal an, mais sur laquelle stratégie nous devons approfondir, en tout cas, en tenant compte des nouvelles orientations des autorités et essayer d'atteindre les objectifs en termes de mobilisation des recettes. Cela va porter le taux de pression fiscale sur la période 2025 déjà 18,9, 2026 19,7 et 20,4% du PIB en 2029. Oui, parce qu'effectivement, nous avions des ambitions beaucoup plus soutenues. On s'est rendu compte, effectivement, à travers l'audit, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu un gonflement de la masse des recettes. Et on s'est dit que, donc notre niveau de perception de recettes n'est pas à ce niveau. Il faut s'ajuster et revoir donc le programme, en tout cas en termes de déploiement, pour ce qui concerne le taux de pression fiscale. Je vais en profiter pour effectivement donner des explications sur les craintes que certains députés ont, notamment la présidente de groupe, Mme Aïssata Sall, sur le taux de pression fiscale. Effectivement, il y a un principe économique selon lequel trop d'impôt tue l'impôt. C'est très connu par les économistes, c'est Arthur Laffer qui dit qu'il y a un plafond de perception fiscale qu'il ne faut pas dépasser, parce qu'au-delà, ça peut créer un effet d'éviction sur l'économie. Le taux de pression fiscale de 20% ne correspond pas et n'entre pas dans ces préoccupations. Pour la simple raison que les études qui ont été réalisées au Sénégal par nos instruments que nous avons, la DGPPE, à travers la DPE, au sein de l'UEMOA, sur le taux de pression fiscale, même de la CEDEAO, montrent que nous avons encore des marges de manœuvre en termes de perception. Ici, taux de pression fiscale ne signifie pas, peut-être même qu'on devrait changer le nom, parce que ça peut avoir une certaine connotation. Mais taux de pression fiscale ne signifie pas, par exemple, taux marginal effectif d'imposition. Le taux marginal effectif d'imposition, par contre, est un indicateur statistique qui nous permet d'appréhender l'impact d'un franc supplémentaire d'impôt sur l'investissement et donc sur l'économie. Cet instrument, il est important de l'avoir, effectivement, parce que ça nous permet de savoir jusqu'où on peut continuer à prélever en termes d'imposition. Sur le deuxième point, relativement à la gestion de la dette, nous en avons parlé, je pense que l'honorable député a parlé des prêts concessionnels. Si vous regardez la stratégie d'endettement du Sénégal, le premier axe correspond effectivement à saisir toutes les opportunités que nous avons en matière de taux de prêts concessionnels. Mais ça ne va pas suffire, parce que les prêts concessionnels doivent répondre aussi à un certain type d'investissement.
qui répondent à certains critères, à certaines qualités. Nous en aurons, nous allons les saisir, mais nos besoins de financement, nous ne pourrons pas les couvrir avec cela. C'est pourquoi on a beaucoup d'autres mesures. Vous avez vu, nous faisons des APE sur les marchés, des interventions d'adjudication pour mobiliser l'épargne au niveau de la sous-région. Certains font la confusion et assimilent même ces APE quand un résident de la Guinée-Bissau souscrit de dire que la Guinée-Bissau finance le Sénégal. À la limite, c'est ridicule, mais juste comprendre que ce n'est pas cela. Et nous avons un marché, le principe de solidarité aidant, les résidents de tous les pays de la sous-région ont la possibilité de souscrire à ces instruments de financement-là. Nous ne nous limitons pas à ça. Nous travaillons sur les diaspora bonds ou les patriot bonds. Nous travaillons sur des soukouks. Nous travaillons sur d'autres instruments. Nous en avons parlé, on en parle à chaque fois que l'occasion se présente. Mais comprenez juste que c'est des efforts que nous faisons, une présence sur les marchés pour pouvoir répondre à ce besoin de financement qui a la taille qu'il a et pour lequel nous ne devons pas faillir. Parce que toutes les questions de dette après vont surgir si nous avons un souci de rendre liquide notre besoin de financement. C'est pourquoi nous veillons et nous avons une batterie de mesures. Nous avons même des mesures alternatives s'il y a des difficultés par rapport à telle ou telle autre opération. Nous envisageons d'aller vers les panda bonds avec les marchés asiatiques, notamment chinois. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons insisté pour notre adhésion à la Banque asiatique d'investissement et autres. Bon, sur les secteurs sociaux, il y a eu beaucoup véritablement d'interpellations, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la protection sociale. À juste titre, et ça montre encore une fois la pertinence des orientations de notre TPBEP. Parce que c'est justement à ce niveau-là que nous voulons mettre le focus. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a la carte sanitaire qui va après faire l'objet de discussions certainement. Vos commissions vont recevoir les ministères sectoriels, vont échanger. Je pense qu'il y a un député qui en a parlé tout à l'heure, et devrait aider dans la planification et la programmation budgétaire. Il y a aussi à ce niveau des critères qui sont utilisés, les rayons de polarisation, parce que c'est vrai, nous pouvons avoir des besoins par rapport à ma localité de manière spécifique. Mais au plan technique, cet arbitrage doit répondre à certaines considérations. Les gens, ils ont des instruments pour savoir où mettre une infrastructure ou un équipement social de base. Est-ce que c'est à l'endroit où la représentation politique est plus accentuée ou est-ce qu'il faut surveiller les critères fondamentalement requis pour implanter de manière spécifique un type d'infrastructure? Voilà sur ces questions, mais considérez effectivement que notre DPBEP, comme vous avez pu le constater, met un focus important sur ces questions. Sur l'éducation, vous avez vu l'ambition de recrutement de plus de 7500 enseignants pour toucher le maximum de population possible, le maximum de zones possibles. Le projet de résorption des abris provisoires, c'est dans ce cadre-là. Sur le plan de la formation, les 30 et quelques centres de formation que nous voulons implémenter, ainsi de suite, tout cela entre en droite ligne avec l'orientation politique qui est de mettre le focus sur les secteurs sociaux et le capital humain. Il y a une question qui est souvent revenue sur l'équité territoriale. L'équité territoriale, c'est important, c'est fondamental et c'est prévu. Déjà, même dans la loi de finances rectificative, il y a 13 milliards qui sont prévus, justement, pour la relance des bourses de sécurité familiale. Mais voyez-vous, ce n'est pas une question de... non, il y a un travail qui se faisait, qui devait prendre certainement le temps qu'il devait prendre, mais qui est réalisé par une institution sérieuse. C'est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et je pense que le professionnalisme et le sérieux de cette institution n'est plus à débattre ou à démontrer. Le RNU qui sera mis à jour et qui tiendra davantage compte de l'objectif politique d'augmentation du nombre de bénéficiaires va être acté pour nous permettre d'aller sur la période considérée à un nombre d'environ 1 million de ménages. Ce travail-là, il est presque stabilisé et définitivement pourra servir de base. Je rappelle que le programme a démarré en 2013. Il devait faire 5 ans, donc prendre fin en 2018. Il y a une population qui bénéficie de ces bourses, quitte des autres populations.
Est-ce qu'il faut laisser continuer? Est-ce qu'il faut revoir? S'il n'y a pas, entre-temps, depuis 2013, ça fait maintenant quoi? 13 ans pratiquement, ou 12 ans. Est-ce qu'il n'y a pas eu des évolutions qui nécessitent qu'on revoie un peu le panier, qu'on revoie les critères, qu'on revoie les populations? Dans tous les cas, ce travail se fait de la façon la plus sérieuse. Aucune implication n'a été en tout cas constatée sur le déploiement de l'Agence nationale de la statistique. Alors, sur les questions de développement économique et infrastructurel, sur le PSD, il faut peut-être en parler. C'est un projet de 453 milliards de financement. C'est important. Le ministre des Infrastructures connaît très bien le projet. Il était mal ficelé. Ça, on ne le dit pas pour truc. Mais il y avait des soucis sur le financement qui avait un coût exorbitant et dissuasif sur la structuration du projet lui-même. Alors, le travail qui a été fait, c'est qu'on avait mis les charrues avant les bœufs. Nous avons travaillé à reprendre les choses en main, à respecter les conditions de déploiement du projet. Et aujourd'hui, les études environnementales et sociales sont en train d'être bouclées. Il y a un certain nombre de localités pour lesquelles, d'ailleurs, le travail a été fait et les chantiers ont repris pour ces localités. Pour d'autres, ça se fera au fur et à mesure que le travail sera constaté. Sur la zone du Sénégal oriental, par rapport à certaines entreprises à risque, il y a eu quand même des choses qui ont été faites. Et même à travers la loi de finances rectificative, des amendements ont été opérés en relation avec la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques, notamment sur la programmation des dépenses financées sur ressources externes, de façon à pouvoir reprendre certains projets aussitôt que la loi de finances sera promulguée. Et je pense que les entreprises comme Areski, parce qu'on en a beaucoup parlé, même en commission, vont très rapidement reprendre leurs travaux et permettre aux localités qui sont concernées de pouvoir souffler de ce point de vue-là. Sur les questions de finances locales, de décentralisation, là aussi, il faut dire de manière claire et sans équivoque, vraiment sans embâche, que le budget des fonds de dotation, que ce soit pour la décentralisation ou fonds d'équipement des collectivités territoriales, mais ces fonds ont évolué positivement. Il suffit de regarder en progression annuelle ce qui a été fait pour s'en rendre compte. Et je disais en commission qu'il y a effectivement un souci de répartition. Mais la répartition, je le disais, que se fait au niveau du Comité national de développement des collectivités territoriales. Et il y a eu des manquements qui avaient été observés antérieurement sur le travail de répartition qu'on a essayé de corriger. Et c'est le comité-là qui l'a fait en relation avec le ministère des collectivités territoriales. C'est vrai que, bon, voilà l'argument. Ça peut ne pas forcément convaincre, mais c'est exactement ça l'argument. Ça se fait en relation avec la participation des acteurs aussi qui sont concernés. Parmi ces manquements, c'est qu'il y a eu, en un moment, des acteurs qui n'avaient pas été pris en compte dans la répartition, comme certaines structures, des agences, ainsi de suite. Et en corrigeant naturellement, comme il faut prendre plus d'acteurs, naturellement, l'enveloppe va baisser pour certains de ces acteurs-là. Pour la DODP, la problématique des comptes de doublement entre les fonctions comptables et d'ordonnateurs, il y a un projet de réforme, et c'est dans la matrice des mesures de réforme, pour effectivement régler ces questions. Cette matrice de mesures de réforme contient des réformes sur le plan institutionnel que nous entendons opérer, des réformes sur le plan organisationnel et des réformes sur le plan même de la matière des finances publiques. Ce travail, obligatoirement, nous devons le faire. Parce que les errements qui nous ont amenés dans ces situations, nous devons travailler à lever toutes les conditions qui, demain, pourraient nous remettre dans ces choses-là. Donc, même le ministère des Finances et du Budget a un projet de réforme total, vraiment total. Les premières propositions ont été faites, mais puisqu'il y a des acteurs avec qui il faut discuter pour approfondir la question, après soumettre aux autorités, nous sommes juste dans cette phase de validation. Et nous, notre souhait, c'est même avant d'aller vers la négociation d'un nouveau programme, que nous puissions acter définitivement, ne serait-ce que la réforme organisationnelle du ministère des Finances et du Budget. Pour le reste, il y a des questions beaucoup plus factuelles. L'honorable députée Marie-Hélène Diouf posait tout ça la question de savoir si le budget de l'Assemblée nationale a augmenté. Sur cette question, je devrais dire de manière aussi claire que le budget de l'Assemblée nationale ne va pas augmenter. Ce qui s'est passé,
c'est que le ministère des Finances avait été saisi par l'Assemblée nationale pour demander une lettre de couverture budgétaire par rapport au projet d'acquisition de véhicules. La lettre de couverture budgétaire a été préparée et il y avait des engagements au titre de l'année 2025 à hauteur de 3 milliards 30 et quelques millions, 32 millions je crois. Nous en avons tenu compte dans la préparation de la LFR et des crédits ont été programmés à ce titre. Nous avons reçu dans la foulée une lettre du président de l'Assemblée nationale qui a identifié les lignes sur lesquelles il va prélever l'équivalent de ce montant de façon à rester sur son budget initial de la LFI. Nous avons pris acte de cette lettre-là et nous avons préparé tout ce qu'il faut par des actes de réaménagement. Dès que la loi de finances sera promulguée, nous avons fait aussi une lettre réponse dans ce sens, et dès que la loi de finances sera promulguée, ces engagements seront mis en œuvre de façon à ce qu'on revienne, comme je le disais, en opération arithmétiquement neutre sur le budget de l'Assemblée nationale. Pour le reste, il y a eu la question de la recapitalisation et restructuration des sociétés publiques posée toujours par l'honorable député Amadou Diallo numéro 1, qui est une question très pertinente. Et pour cela, la réponse est que les sociétés publiques en difficulté, pour ces sociétés, l'État a pris l'option de créer un fonds de relance qui sera alimenté par un pourcentage sur les dividendes reçus par l'État. Ce fonds permettra de financer les opérations de recapitalisation, les plans de redressement et de restructuration et les besoins en fonds de roulement. Il y a aussi un comité interministériel de restructuration des entreprises publiques et parapubliques, CIREP, présidé par la primature et qui aide les entreprises en difficulté dans l'élaboration de leur plan de redressement et la recherche de solutions financières et juridiques afin d'assurer leur pérennité. Sur les difficultés d'acheminement des talons de passeport, là aussi c'est une question qui est souvent revenue. C'est vrai que c'est une question qui est prégnante, qui revient très souvent. Dire que les dispositions ont été prises dans la LFR pour dégager des ressources suffisantes pour le convoi des talons des passeports vers l'étranger au niveau du budget du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Le problème s'est posé la dernière fois. Le Premier ministre a réuni le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur avec le ministre des Finances et la solution a été très rapidement trouvée pour permettre effectivement l'acheminement. Parce qu'on était dans une situation où le ministère des Affaires étrangères estimait qu'il n'avait pas les ressources pour procéder à l'acheminement et que le ministre de l'Intérieur aussi considérait que, bon, compte tenu du fait que c'est de l'autre côté, que l'autre ministre devait le prendre en charge. Et c'est ce que nous essayons de faire. À chaque fois qu'il y a des difficultés comme ça, le Premier ministre nous convoque et puis très rapidement, nous agissons par rapport au contexte pour trouver des solutions et avancer. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est que définitivement, pouvoir travailler à régler cela. Et c'est l'effort que nous avons essayé de faire à travers la LFR. Sur la question des arriérés de paiement, avec l'honorable député Tafsir Choy, c'est vrai que c'est un sujet très important. Nous avons essayé de discuter de ces questions, même dans les documents que nous avons partagés. C'est vrai que le temps a peut-être manqué par moment, compte tenu de l'échéance que nous avions, de respecter le 30 juin. Parce que nous, comme je le disais au début aussi, celui qui est prêt aujourd'hui, mais nécessairement, il ne peut qu'être davantage prêt pour demain ou après-demain. Mais nous avions estimé que le 30 juin, c'est la clôture de la session budgétaire. Au lieu de reconvoquer l'Assemblée en commission extraordinaire, on pouvait se donner les moyens de faire le travail, de se retrouver et de régler ces questions-là. Mais sur cette question, il était important de le faire. Parce que c'est comme ça que ça doit se traiter. C'est comme ça, c'est formel. Le fait de prendre des choses des années antérieures et de les traiter en opération budgétaire au cours de l'année N+1, c'est un manquement aux normes requises en matière budgétaire et en matière de statistique des finances publiques. Nous le faisions parce que nous avions des difficultés. Et il a fallu même prendre des dispositions dans la loi de finances rectificative pour permettre que les comptables publics puissent assumer ces dépenses. Parce qu'un arriéré, en réalité, a un sens bien précis au plan budgétaire. Un arriéré doit faire l'objet d'une programmation budgétaire, d'une exécution en engagement, liquidation, ordonnancement. Maintenant, au niveau de la phase paiement, on pourrait se confronter à des difficultés et qu'on reste 90 jours sans payer. Et c'est cela qui déclenche l'entendement budgétaire d'arrière.
Maintenant, en l'espèce, pour la plupart des trucs, c'est que on n'avait pas l'espace budgétaire pour prendre en charge ces dépenses. C'est ça la vérité. Et on se disait qu'on attend l'année N+1 pour le programmer dans le budget et l'exécuter. Aujourd'hui, qu'on a la possibilité de retraiter les choses en opération de trésorerie, de prévoir dans la loi de finances une disposition qui permet l'incorporation de la dépense dans les procédures comptables et leur prise en charge par un comptable public, on se devait de le faire. On se devait de le faire et c'est ce qui a été fait pour être conforme. Et je crois que nos services ont même tenu une réunion avec le Fonds monétaire sur ces questions-là, parce que dans le processus de mise à jour de nos statistiques des finances publiques, ce travail il était nécessaire. Et même le Fonds a reconnu que c'est comme ça que ces opérations devaient être traitées. Quoique dans le passé, le Fonds a autorisé le traitement de ces types d'opérations d'une autre façon, mais c'était juste pour s'adapter par rapport au contexte et essayer d'incorporer maintenant les opérations et ne pas avoir la difficulté que nous avons essayé de régler à travers... et la difficulté, c'est la prise en charge par un comptable public. Parce que le comptable public, pour qu'il puisse prendre en charge une dépense, il faut que cette dépense réponde au moins à un certain nombre de critères. Arrêt des travaux de l'hôpital régional. L'hôpital régional, le projet de construction de l'hôpital régional de Ourossogui entre dans le cadre du financement du projet de modernisation de la justice. Il y a eu en un moment une incompréhension d'ailleurs sur ces questions-là. Je crois ici même le Premier ministre se posait la question de savoir que fait un projet de construction d'hôpital dans un projet de construction d'infrastructures au niveau du ministère de la Justice. À tout état de cause, et à l'instar des autres constructions, les travaux de l'hôpital ont connu un arrêt pour la simple raison que ce projet est en cours d'audit. Donc, comme ce projet répond effectivement au projet de manière générale, il a connu un arrêt de temps que les questions soient élucidées et que l'audit produise ses résultats définitifs. Pour la question relative à la prise en charge médicale des époux des femmes fonctionnaires, cette question a été dépassée, elle a été résolue. Donc les femmes fonctionnaires peuvent bien prendre en charge leur époux. Ça, je le dis de la façon la plus claire possible. Sur la question des décisionnaires aussi, nous avions pris l'engagement, en relation avec le ministre de la fonction publique, de prendre les dispositions, de modifier les décrets pour permettre au ministère des Finances de pouvoir exécuter et remettre les décisionnaires dans le droit. Le processus il est en cours, le décret il est dans le circuit de validation. Comme vous le savez, un décret, un arrêté et autres suivent un circuit et dès qu'il arrivera à sa phase de maturité, nous prendrons au niveau du ministère des Finances toutes les dispositions nécessaires pour que la dépense soit exécutée et correctement. Pour le comité sénégalais des droits de l'homme, je dois rassurer l'honorable député Abdoulaye Tall que dans la LFR, le renforcement des crédits de cette institution a été bien acté. Les 110 millions dont on a parlé, ce n'est pas le budget, mais c'est 110 millions qui viennent abonder le budget initial de 160 millions pour le porter à 270 millions. C'est déjà un effort. On a pratiquement doublé le budget de l'institution. Et on appréciera au fur et à mesure le besoin peut-être d'aller de l'avant sur ces questions. Sur la question de l'insécurité alimentaire posée par l'honorable député Pape Djibril Fall et de la rationalisation des agences, le gouvernement accorde une priorité absolue à la souveraineté alimentaire, donc à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans la loi de finances, un montant de 129 milliards a été prévu pour améliorer la production du secteur agricole. Et les travaux sur la rationalisation des agences sont en cours et seront bouclés très prochainement afin que la rationalisation des dépenses soit effective. J'en profite pour dire que sur la rationalisation des dépenses, je l'ai dit, des agences, un travail a été fait depuis le mois d'août avec un rapport disponible. Ce rapport a été partagé avec les autorités qui ont eu des orientations à donner par rapport aux résultats de ce travail. La direction générale du budget a approfondi et aujourd'hui, il y a un résultat qui doit faire l'objet d'une validation par les autorités. Et nous pouvons prendre l'engagement que dans la LFI 2026, dans la programmation, beaucoup d'efforts seront faits pour effectivement capter des espaces budgétaires supplémentaires à hauteur de 350 milliards. Pour le reste, sur le secteur de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire de manière générale, il y a eu beaucoup d'interpellations aussi sur cette question.
c'est un secteur important pour les autorités. Et il devrait nous amener à respecter, juste 2 minutes pour terminer, il devrait nous amener à atteindre l'objectif de souveraineté alimentaire. Mais ça se fait à travers la maîtrise de l'eau, à travers la maîtrise des questions foncières, en tout cas essayer au maximum de réduire les risques sur le foncier, mais la mise à disposition à temps et en quantité et en qualité d'intrants agricoles. Parce que nous-mêmes, le ministère des Finances, nous avons le plus grand intérêt à atteindre les objectifs à ce niveau-là. Vous savez combien ça nous coûte en termes de subventions? Tout ce que nous subventionnons sur les intrants, sur le matériel et ainsi de suite. C'est parce qu'il y a un problème de rendement agricole. Et c'est heureux que l'autorité l'ait compris. Et le rendement, il n'est pas sur véritablement du factuel. Le rendement, c'est sur du structurel. Comment améliorer la qualité de nos sols? Comment faire en sorte que l'eau soit disponible à quantité et à qualité? Comment faire en sorte que les intrants en quantité et en qualité soient disponibles et que ce soit des intrants adaptés au type de spéculation dont on veut mettre en œuvre? Ça ne suffit pas. Il y a un encadrement agricole qu'il faut assurer. Et l'encadrement agricole, les coopératives que l'autorité veut mettre en place, et ce qui a justifié la mise en place aussi d'un secrétariat d'État pour les coopératives, devrait permettre d'assurer cet encadrement. Je le disais à certains, il y a des techniques culturelles qu'il faut respecter. Depuis que les CRP ont disparu là, les acteurs qui, au niveau de la base, accompagnaient les agriculteurs à faire le travail de la façon la plus correcte. Depuis qu'ils ont disparu, nos rendements n'ont fait que plonger. Sur l'arachide, nous avons 800 kilos. Là où, par ailleurs, les gens sont à 12 tonnes. C'est-à-dire que c'est ahurissant. Plus de 10 fois, plus de 12, 14 fois le rendement que nous pouvons avoir sur nos sols. Ça signifie que là où celui qui a 12 tonnes peut vendre à 100, nous ne pourrons même pas vendre à 1000 pour rentabiliser. Ce qui amène l'État à subventionner. Donc si nous arrivons à régler cette question-là, nous gagnons sur le plan budgétaire de l'espace suffisamment consistant pour permettre d'insérer d'autres projets. Et ça, il faut le faire. Les écartements, il faut savoir, pour chaque type de spéculation, quel est l'écartement requis, les interlignes, quelle est l'interligne requis, quel est le type d'engrais qu'il faut mettre, quelle est la date de semis. Est-ce que, quand on parle de premier pluie utile, la première pluie utile, est-ce que les agriculteurs connaissent toujours quelle est la période d'après pluie qu'il faut semer? Sur l'arachide, est-ce qu'en fonction de la variété, on sait à quel moment il faut faire le radou? C'est sur le mil, à quel moment il faut faire le ngoli, comme on dit chez nous? Tout ça sont des réalités qu'il faut prendre en compte si nous voulons améliorer nos rendements. Et justement, le ministère de l'Agriculture, la souveraineté alimentaire, l'élevage, avec le secrétaire d'État prépositionné, travaille à mettre en place le dispositif qui devra nous permettre d'accompagner nos agriculteurs et autant que faire se peut, à défaut de pouvoir atteindre les 12 hectares, les 12 tonnes à l'hectare de rendement sur l'arachide par exemple, au moins si nous pouvons commencer même par 3 tonnes, c'est bon, parce qu'on est à 800 kilos. Voilà en tout cas le travail qui se fait. Il est intéressant, les débats sont intéressants et aideront certainement à la prochaine occasion de débat d'orientation budgétaire de porter le débat à un niveau encore plus élevé pour nous permettre de gagner et de capter tout ce qu'il y a comme possibilité budgétaire supplémentaire et d'insérer les projets au grand bénéfice de la mise en œuvre de l'agenda national de transformation. Je vous remercie de votre attention. Jërëjëf, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, la discussion générale est close. Mes chers collègues, l'ordre du jour est épuisé. Mais avant de procéder à la levée de la séance, je voudrais vous rappeler que nos travaux reprendront le lundi 30 juin 2025 à 11 h, à l'occasion de la cérémonie de clôture de la session ordinaire unique 24-25. Nous aurons l'honneur d'accueillir à cette occasion mes homologues de la Mauritanie, de la Gambie,
ainsi que le représentant de mon homologue du Maroc. Ce sera aussi l'occasion de mettre à